dès que vous dites quelque chose, hop, SOS Racisme vous poursuit. S'agissant de l'incitation à la haine, et ici la haine raciale, la haine n'est pas, quoi qu'on en dise, un concept juridique. J'ai été changé de centre universitaire pour ma sécurité, parce que j'avais reçu un certain nombre de menaces, d'insultes, etc., mais surtout de menaces. Peut-être, c'est mon hypothèse, mais peut-être, la direction de la Sorbonne et les enseignants qui se sont mobilisés aussi, se sont-ils dit, mais si lui, moi, demain, il est mis de côté, si on met cet enseignant de côté, est-ce que les prochains sur la liste, ce n'est pas nous ? Pierre Gentillet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat, professeur de droit à la Sorbonne, et vous faites partie de notre top 30 de ces voix censurées, bâillonnées, et notamment depuis des événements récents, en octobre 2025, où des groupuscules d'extrême gauche ont tenté de vous faire taire, tout simplement, en vous faisant retirer vos cours. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces événements ? Eh bien, effectivement, c'était en octobre dernier. Je donne des cours depuis effectivement bientôt 10 ans. C'est ma 9e année. Et il se trouve qu'un peu après les vacances de Toussaint, ou pendant les vacances de Toussaint précisément, 2 syndicats d'extrême gauche de la faculté dans laquelle j'enseigne ont publié des communiqués envoyés à tous les étudiants, comme ils en ont le droit. Donc imaginez, c'est-à-dire que ma tête s'est retrouvée avec agonie d'injures ou je ne sais quel qualificatif, très élogieux évidemment, dans la boîte courriel de dizaines de milliers d'étudiants de la faculté de Paris 1, sans possibilité d'ailleurs pour moi d'y répondre, ce qui en matière de contradictoire laisse assez songeur, plus effectivement une campagne sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Suite à cela, moi j'ai beaucoup hésité à répondre. Au départ, je ne voulais pas spécialement répondre. Et puis, finalement, je me suis dit que, de toute façon, en fait, maintenant, l'affaire était suffisamment connue. Et ma crainte, effectivement, c'était que l'université ne plie le genou, mais qu'elle ne plie le genou silencieusement. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle ne donne pas suite, lors des prochaines années, à mes enseignements. Et d'ailleurs, à ce jour, j'en parlerai, je n'ai aucune garantie, je n'ai aucune certitude, puisque je suis un enseignant contractuel, comme la majorité des enseignants, en tout cas une part importante des enseignants de l'université française. Et donc, j'ai répondu, j'ai publié un petit message, et d'ailleurs je dois dire que le petit message que j'ai publié était plutôt dans mon esprit, non pas un message de défaite, bien sûr, puisque je répondais, donc j'étais là aussi pour porter la contradiction, mais sans grand espoir, puisque je connais un petit peu les coulisses de l'université pour la pratiquer depuis un certain nombre d'années, pour y travailler, et je sais que ce n'est pas l'institution la plus courageuse, si vous voyez ce que je veux dire. Dès lors, je publiais ce message un peu comme la bouteille à la mer. Et il se trouve que cette bouteille a été ramassée, jetée un certain nombre de fois, et sur les réseaux sociaux, à travers aussi un certain nombre d'organes de presse, le vôtre notamment, CNews, Sud Radio et bien d'autres que j'oublie encore, Europe 1, voilà, ont repris ce qui s'était passé, et tout simplement en fait pour réaffirmer que ce qui se passait était scandaleux. C'est-à-dire qu'un enseignant, là je ne parle pas de moi, je parle vraiment de manière générale, n'a pas, dès lors qu'il ne fait pas état de ses convictions politiques en cours, dès lors qu'il ne fait pas de prosélytisme, n'a pas à se voir sanctionné sur la base de ses opinions réelles ou supposées, puisqu'on me prêtait aussi des opinions qui, vous l'avez compris, au demeurant, étaient fausses. Bon. Donc, cette affaire a fait parler pendant plusieurs jours. Il y a aussi des médias que je vous remercie bien sûr, je les ai oubliés, comme Radio Courtoisie, qui a été vraiment, avec Ligne Droite et Pierre-Alexandre Bouclet, que je salue ici, qui a vraiment été principiel dans cette lutte.
puisque c'est un peu lui qui m'a convaincu d'y aller, parce qu'au départ, j'avais pas spécialement envie d'y aller. Vous savez, l'université, pour moi, c'est quelque chose d'ailleurs dont je parle assez peu, je parlais assez peu ces dernières années. Je suis toujours présenté comme avocat, parce que d'une part, c'est une activité résiduelle, c'est une activité importante pour moi, mais résiduelle. Et en même temps, c'est une activité que je considère un petit peu comme mon jardin, si vous voulez, où je peux cultiver du droit des contrats, de la philosophie du droit constitutionnel, si vous voulez. Et c'est plus une ressource privée, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc c'est un jardin. Et ce n'est pas quelque chose dont je fais état. Simplement, voilà, en octobre, il s'est passé ce qui s'est passé, donc je ne pouvais plus faire sans. Et puis, l'affaire est montée, le ministre de l'Enseignement supérieur a été interrogé, et je sais qu'à l'intérieur de l'université, cette affaire a beaucoup fait parler, dans des boucles WhatsApp de professeurs, bien sûr d'étudiants. Et finalement, l'université a publié un communiqué dans lequel elle m'apportait son soutien et elle désavouait les organisations d'extrême gauche sur la cabale dont j'avais fait l'objet. La suite, ça a été que j'ai été changé de centre universitaire pour ma sécurité, parce que j'avais reçu un certain nombre de menaces, d'insultes, etc., mais surtout de menaces. Et pour ma sécurité, on m'a changé de centre, on m'a mis dans un centre de cours sécurisé, alors pas très loin du premier centre où j'enseignais, avec 2-3 agents de sécurité qui fouillaient les sacs, Alors, comme ça se fait d'habitude pour ce centre, je tiens à le dire, même si là, pour l'avoir fréquenté ce centre-là, ils étaient un peu plus vifs, à tel point d'ailleurs que quand on entre dans ce centre universitaire, on montre sa carte étudiant, vous savez, ou sa carte d'enseignant. Moi, je n'avais pas montré ma carte d'enseignant, donc ils savaient très bien pourquoi ils étaient encore plus là et encore plus vigilants. Et j'ai obtenu aussi la protection fonctionnelle qui me permettait, même si pour moi c'était beaucoup plus psychologique, qui me permettait d'être couvert dans mes frais d'avocat pour les poursuites que je lançais. J'ai pas encore, parce que j'ai pas eu le temps, parce qu'il y a tellement de messages que j'ai reçus, de messages négatifs, mais aussi bien sûr beaucoup de messages positifs. Et pour les messages négatifs, insultants et potentiellement délictuels, je n'ai pas eu le temps encore de faire tout le tri sur cette affaire. Donc, voilà, cette affaire s'est plutôt bien terminée. La Sorbonne s'est positionnée publiquement. J'ai été soutenu par ma hiérarchie, soutenu aussi par mes étudiants, puisque j'ai reçu des messages de mes étudiants actuels et anciens étudiants, et même des étudiants, d'anciens étudiants qui sont venus publiquement témoigner. Pendant la polémique ou... Pendant la polémique. Pendant la polémique. C'est-à-dire que dans les commentaires, j'avais publié sur LinkedIn, sur Facebook et sur Twitter, j'avais des étudiants qui commentaient et qui mettaient, voilà, j'ai eu Monsieur Gentil en cours, je peux attester que, ceci, cela, etc. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut quand même que je précise, c'est que je dis toujours à mes étudiants que dans tout élément juridique, il y a une origine politique. C'est un peu ma fibre, elle n'est pas très originale, c'est une vision juridique qui est assez propre à une école juridique, assez juste naturaliste, qu'on retrouve chez Carl Schmitt et d'autres, etc. C'est que derrière tout élément juridique, il y a du politique. Et j'ai déjà fait un entretien avec vous, je me souviens sur le Conseil constitutionnel, où j'expliquais justement que derrière le droit se niche toujours un peu de politique. C'est vrai, et on pourrait dire à ce moment-là, si vous faites du droit, vous faites de la politique. C'est pas tout à fait juste, dans la mesure où ce que j'enseigne et les matières que j'enseigne, je m'attache à présenter, vous voyez, quand on parle de droit constitutionnel ou de philosophie du droit, je m'attache à présenter toutes les thèses en présence. Et je n'avance aucune, une plus que l'autre, vous voyez. Donc je pense avoir fait, et je n'ai jamais fait l'objet d'un signalement, alors que vous vous doutez bien que je suis surveillé. Et je sais que l'université a fait une enquête sur moi, en amont de la publication de leur communiqué, pour savoir s'il n'y avait pas eu d'incident. En 9 ans de cours, bientôt 10, il n'y a jamais eu évidemment d'incident dans mes cours, et je peux vous dire qu'évidemment, vu mon profil, je suis scruté. Mais quel incident alors est-ce qu'il recherchait précisément ? Je pense qu'il recherchait, par exemple, des étudiants témoignant que je faisais état de préférences politiques pendant les cours, ou alors peut-être, s'imaginait-il, je ne parle pas de l'université, mais de certains syndicats étudiants ou d'autres, que j'allais mieux noter certains étudiants en fonction de leurs convictions politiques ou autre chose, et à l'inverse, noter plus sévèrement d'autres étudiants. J'ai toujours essayé d'être juste. Le droit, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est à l'origine ? La racine latine de droit, c'est ius. Ius, c'est la justice. Donc j'ai toujours essayé d'être juste dans la pédagogie
dans les enseignements que j'ai pu délivrer et que je délivre encore aujourd'hui. Voilà. Vous savez, je ne juge pas les étudiants en fonction de leurs opinions politiques, bien sûr, mais une petite voix intérieure me dit, parce que j'ai un petit peu, je suis encore jeune, je crois, d'expérience politique, et je sais repérer certaines opinions de mes étudiants en fonction de... Ça n'influence pas un seul instant sur la manière dont je les note. Mais je vois, par exemple, quand il y a certains stickers, vous voyez, sur les ordinateurs ou ce genre de choses, quand je vois même une certaine dégaine, un certain langage. Mais c'est là où je pense que c'est quelque chose que comprendra jamais une certaine gauche, c'est... Moi, ça ne me dérange pas, parce que j'ai intégré le principe du pluralisme. J'ai intégré le principe du pluralisme dès lors que l'une des composantes du pluralisme ne vise pas justement à anéantir cette possibilité d'espace de dialogue. À ce moment-là, effectivement, ceux qui sont contre le pluralisme, ceux qui sont contre la discussion, eux, effectivement, on peut penser à ce moment-là qu'on peut les écarter du jeu. Là, effectivement, c'est la seule limite. C'est pas le paradoxe de la tolérance, hein. C'est vraiment l'idée que vous participez aux règles du jeu, entendu, chacun peut s'exprimer, sauf ceux qui veulent interdire aux autres de s'exprimer. Vous voyez, pour moi, la limite, elle se place là. Donc, je savais qu'il y avait des étudiants qui avaient des opinions politiques très sensiblement différentes des miennes, mais je vais vous surprendre, j'avais parfois presque d'autant plus de plaisir à discuter avec eux, évidemment pas de politique, mais de certains éléments juridiques où on voit bien en filigrane quelles sont les opinions. Et ça n'influençait pas un seul instant ma façon de noter, ma façon de les voir, ou même l'attention que j'ai pu porter à leur égard. Voilà. Quel a été l'élément déclencheur de cette cabale? Parce que vous êtes une personnalité publique, donc je pense que j'en ai pas attendu octobre 2025 pour connaître vos diverses opinions. Je pense que, effectivement, c'était assez connu, en tout cas s'agissant de mes opinions. Ce qui a fait très certainement la différence, c'est le fait que j'ai été candidat aux élections législatives, soutenu par le Rassemblement national, en 2024, et c'est d'ailleurs ce qui m'était essentiellement reproché. Donc ça, à mon avis, effectivement, plus un certain nombre de syndicats, peut-être y avait-il des règlements de compte derrière entre, je dis ça, j'en sais rien, entre l'université et certains syndicats, et qui voulaient pointer la complaisance de l'université par rapport à des opinions qu'on jugerait moralement indéfendables. Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi ça a explosé, entre guillemets, à ce moment-là, parce que en réalité, c'était connu d'un certain nombre de personnes que j'enseignais ici. Moi, je pense que l'élément déclencheur, c'est quand même le fait que je revenais, parce que pendant un an, j'ai été évacué de l'université de la Sorbonne. Pendant un an, je n'ai plus enseigné à la Sorbonne, après les élections législatives. Ça, j'en ai pas fait état. Parce qu'on m'a dit, là, c'est compliqué, vous voyez, il faut que vous preniez un peu de temps de repos. Alors, bon, j'ai effectivement mis en pause mes activités d'enseignement, et à vrai dire, ça ne me dérangeait pas trop pour cette année-là. Et l'année d'après, j'ai récupéré mes cours. Bon, eh bien, vous voyez, 2 mois après, en octobre, eh bien, effectivement, on m'est tombé dessus par rapport à ces élections législatives. Vous pensez qu'il y a une chasse aux sorcières de personnalités de droite à l'université française? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une chasse aux sorcières. Il y a des personnalités de droite à l'université. Je pense qu'en fait, ça dépend des matières dont on parle. Je m'explique. En droit, à l'université française, c'est peut-être un des derniers bastions de résistance, non pas de la droite, mais de la pluralité d'opinions. Alors évidemment, ça varie sensiblement en fonction des universités et en fonction de si on parle de droit privé ou de droit public. On dit traditionnellement que c'est plus en droit public que l'on trouve des opinions de gauche, défense du service public, thèse de Léon Duguy, etc., etc. Et plutôt en droit privé que, non pas on va trouver des opinions de droite, mais qu'on va avoir des éléments un peu plus dépolitisés et donc laisser la place à la contradiction. C'est possible. Si on regarde d'autres matières de l'université,
Effectivement, si on va dans les sciences sociales, si on va dans l'histoire, là, c'est vrai que c'est très compliqué. Ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, une cabale, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les enseignants qui ont des opinions politiques de droite ne les affichent pas, ou vraiment très très peu, très à la marge, ou vraiment sur un secteur très limité. À l'inverse, c'est là où on voit le deux poids deux mesures, les enseignants de gauche, même à la Sorbonne, moi j'en connais un certain nombre, font état publiquement de leurs convictions, participent à des ateliers de partis politiques ou de structures adossées aux partis politiques. Vous voyez par exemple l'Institut La Boétie, qui est on va dire, l'école de formation et l'école de production intellectuelle de la France insoumise, qui est d'ailleurs très active et qui produit effectivement un certain nombre de travaux. Moi, je m'intéresse aussi à ce qui se passe en face, pas par, comment dirais-je, par curiosité morbide, mais aussi pour bien comprendre comment est l'adversaire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous guette un petit peu. Je fais une parenthèse aussi dans notre camp, si j'ose dire. Faut arrêter de tourner en boucle. Il ne faut pas juste écouter juste le triangle CNews européen frontière. C'est très très bien, je le dis. Mais je pense qu'il faut aussi regarder ce qui se dit en face pour essayer d'avoir la vision, oui, la vision large. Ça change strictement rien à mes convictions. Mais je comprends aussi comment est-ce qu'ils pensent, et c'est plus facile de démonter certains de leurs arguments. Donc je referme la parenthèse. Ce deux poids deux mesures, en fait, il existe, voilà, dans la mesure où, je parlais de l'Institut de la Boétie, vous avez des personnalités qui sont enseignantes à la Sorbonne, et qui interviennent sans aucun problème, et qui se positionnent sans aucun problème, et qui signent des tribunes contre la présence de Marine Le Pen au second tour, qui signent des tribunes pour s'inquiéter de l'état de droit ou je ne sais quelle encore bêtise, parce que finalement ils ne comprennent pas très bien les mots qu'ils emploient, typiquement pour ce genre d'expression. Vous avez des professeurs, enfin c'est connu, je ne vais pas les citer, mais je vais en citer un, mais par exemple le professeur Chapoutot, qui est sans doute quelqu'un de très brillant, mais ça n'a pas de rapport, qui lui peut tout à fait s'exprimer, mais vous en avez quantité d'autres qui sont à la Sorbonne. Danielle Obono était, alors je ne sais pas si elle l'était parce qu'elle était députée, mais elle était vice-présidente de la Sorbonne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Sandrine Rousseau, elle était vice-présidente de l'Université de Lille. Elle était professeure d'économie, il me semble. Bon, voilà. Donc elle faisait état de ses convictions. Moi, ça ne me dérange pas, je le redis, que des professeurs de gauche interviennent dans l'espace public, puisque je suis pour la liberté d'opinion. Moi-même, j'interviens dans l'espace médiatique régulièrement et je fais état de mes opinions. Le problème, c'est le délit d'opinion et la sélection d'opinion. Donc, à partir du moment où vous avez des personnalités de gauche qui peuvent s'exprimer, bon, il est logique que d'autres le peuvent. Si elles ne le font pas, c'est parce qu'elles ont peur. Moi, je connais, je ne vais pas commencer à vous sortir des noms, mais je pourrais m'amuser et je pourrais mettre très en difficulté un certain nombre de doctorants, de maîtres de conférences, voire même de professeurs à la Sorbonne que j'ai connus parce que j'en ai vu passer depuis 9 ans, dont je connais très bien les opinions politiques, et d'ailleurs pas qu'à la Sorbonne, mais dont je mesure le niveau on va être très poli, de discrétion. Vous voyez ? Et de paranoïa, et d'autocensure. Et même parfois, il arrive qu'ils en fassent un peu plus, si vous voulez, pour brouiller les pistes, qu'ils donnent des gages, alors qu'il n'y a pas besoin, si vous voulez. Il n'y a pas besoin. Parce qu'effectivement, il y a une trouille. Alors cette trouille, elle est aussi due au fait, là je pense qu'il faut penser les structures, que l'université, elle est quand même aujourd'hui, comment vous dire, il y a un conseil d'administration pour chaque université, et vous avez des représentants du personnel, vous avez des représentants des enseignants, et vous avez aussi, je crois pour un tiers, des représentants des étudiants. Et les élections étudiantes, dont le pourcentage de participation est dérisoire, je crois que c'est de l'ordre de 8-10%, sont, surtout pour la Sorbonne, bien souvent à la faveur des organisations de gauche et d'extrême gauche. Et donc quand ce sont ces organisations-là qui font pencher la balance d'une élection à une autre, ou même pour des décisions, vous comprenez le poids décisif qu'elles ont, en plus de ce potentiel droit d'alerte qu'elles ont, de pouvoir envoyer des courriels, d'organiser des manifestations, de se mobiliser, sachant qu'on sait toujours que c'est une petite poignée de gens, dont une bonne partie, à chaque fois, ne sont pas vraiment de l'université. On fait venir des gens de l'extérieur, mais, comment vous dire, dans tous les cas, on laisse faire, parce que c'est la trouille. Je suis un peu vulgaire, c'est la peur qui anime malheureusement le plus haut niveau des universités. Alors, mon cas est un contre-exemple. Pourquoi mon cas est un contre-exemple ?
Vous voyez, vous n'êtes pas censuré, finalement. Eh oui, pourquoi Gagné. Pourquoi Oui, pourquoi? Et d'ailleurs, j'ai vu des collègues, alors j'ai été soutenu par beaucoup publiquement aussi de maîtres de conférences, de confrères, et vraiment, je les remercie s'ils voient cette vidéo, je les ai vus, je les ai remerciés. Pourquoi est-ce que moi j'ai été soutenu? Je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est l'écho médiatique. Indiscutable, à tel point que des députés, je pense notamment à la députée Anne Sicard, a directement interrogé en commission le ministre de l'Enseignement supérieur. Plus tous les députés qui se sont, j'en ai compté une vingtaine, qui sur les réseaux sociaux et de personnalités, qui se sont émus de tout ce qui se passait. Mais je pense qu'il y a aussi un autre élément. J'étais en contact assez régulier, alors je ne dirais pas avec qui, bien sûr, je vous dis, les gens qui évidemment sont dans la discrétion, avec un certain nombre de professeurs, d'enseignants, qui pendant cette crise m'ont soutenu, et je les en remercie, ils se reconnaîtront, je pense, et qui étaient en lien avec l'université. Et je pense, pour avoir discuté avec l'un d'entre eux, qu'il y a quand même la conscience, en tout cas au moins à la Sorbonne, que si pour un cas comme le mien, qui est un cas assez banal en fait, on parle de quelqu'un dont on prévoit de l'évacuer, non pas parce qu'il est responsable d'un délit ou d'une faute professionnelle, mais parce qu'il a des opinions. La Sorbonne a plusieurs fois été occupée, et ce depuis mai 68, mais encore plus ces dernières années, notamment en 2022, où toute une partie de la Sorbonne haute avait été dégradée, par des organisations de gauche et d'extrême gauche. Et ce climat commence à peser. Peut-être, c'est mon hypothèse, mais peut-être, la direction de la Sorbonne et les enseignants qui se sont mobilisés aussi, se sont-ils dit, mais si lui, moi, demain, il est mis de côté, si on met cet enseignant de côté, pour des raisons scandaleuses, est-ce que les prochains sur la liste, ce n'est pas nous? Dans la mesure où... Eh oui, on parle de la fenêtre, c'est la fenêtre d'Overton à l'envers, vous avez compris. Donc peut-être se sont-ils dit que là, c'était aussi un peu d'eux dont il s'agissait, ou dont il s'agirait d'ici 10 ans. Peut-être aussi, alors là, c'est peut-être encore plus perché, se sont-ils dit, alors là, je pense qu'ils se sont trompés, mais c'est une hypothèse. Ces gens regardent les résultats des élections. Ils voient que j'ai été candidat du Rassemblement national. Peut-être se sont-ils dit, mais si demain ces gens accèdent aux responsabilités, peut-être ces gens vont-ils se venger ou je ne sais trop quoi. Bon, c'est peu probable. Et je n'ai pas envie de me venger, je le dis tout de suite, et je n'ai absolument aucune envie de dissoudre la Sorbonne, ou même d'être ministre de l'Enseignement supérieur, ou je ne sais trop quoi. Voilà, les choses sont dites. Mais voilà, peut-être que comme on est dans ce moment de bascule, de mouvement, ils se sont dit, voilà, il faut, moi je pense que c'est l'hypothèse que j'ai émise avant, il faut mettre un cran d'arrêt, parce que sinon après, la fenêtre d'Overton, exactement. Si cette personne-là n'est plus présente à l'université, qui seront les prochains? C'est peut-être ce réflexe-là de conservation et de bon sens qui a prévalu et qui, in fine, a conduit à mon maintien. Est-ce qu'en près de 10 ans d'enseignement à la Sorbonne, vous avez pu constater une évolution de cette censure, de cette mainmise idéologique? Alors, c'est amusant parce que ça concerne spécifiquement la Sorbonne, ce que je vais vous dire, évidemment. Moi, j'ai connu la Sorbonne en 2 temps. Bon, 3 temps. Je l'ai connue en tant qu'étudiant, bien sûr. Je l'ai connue en tant qu'enseignant avant la sélection à l'université. Et après, mécaniquement, et j'ai vu la différence d'étudiants. Et je dois dire que, alors je ne sais pas pourquoi, mais on n'avait peut-être plus les profils d'étudiants qui venaient bloquer. Et d'ailleurs, je trouve qu'on avait on a eu un petit peu moins de blocage à partir du moment où il y a eu cette sélection. Alors peut-être est-ce dû aussi au fait que le climat social n'était pas aussi tendu qu'à quelques années, j'en sais rien, mais j'ai observé une différence entre avant et après la sélection. Maintenant, le climat en 10 ans, moi je trouve que, en tout cas pour la Sorbonne, il n'a pas beaucoup changé. Moi, évidemment, je l'ai plus subi parce que je m'y suis de plus en plus engagé. Il y a 9 ans, j'étais candidat à rien. Je n'intervenais pas sur, parce que c'est aussi ça ce qu'on m'a reproché, sur les ondes de différentes radios ou à la télévision, sur CNews, sur Europe 1, etc. Je n'étais pas vraiment un personnage public, si vous voulez.
partir de là, effectivement, la tension était plus palpable, nécessairement. Puis maintenant, je peux vous dire que quand il m'arrive encore un peu quand même, de retourner à la Sorbonne, c'est assez particulier. Enfin, je peux pas passer inaperçu, enfin pas toujours inaperçu, et effectivement, c'est assez tendu. En tout cas, moi, je ressens une certaine tension. Bon, ensuite, je suis quand même un petit peu habitué, je dois le dire, avec la télé, avec ce que j'ai fait, et puis avec les engagements que j'ai pris. Hein. Je me suis pas engagé au Parti radical vaudoisien, si vous voulez. J'ai mesuré aussi mes engagements, mais c'est toujours assez particulier. Donc, pour répondre à votre question, en 10 ans, il y a une radicalisation de la gauche, ça c'est certain à l'université. La Sorbonne, un petit peu, mais je trouve malgré tout que, pour ce que je connais, c'est-à-dire pour le droit, ça s'est un petit peu retenu. Il y a des sujets, par contre, ça c'est vrai, qu'on ne peut plus vraiment aborder. Je vous donne un exemple. J'enseignais l'introduction au droit privé pour les premières années, et je me souviens qu'on enseignait l'état civil. Vous voyez, la date de naissance, nom, prénom, ce que vous avez sur votre carte d'identité. Et on voit qu'il y a depuis quelques années un mouvement de contractualisation de l'état civil. C'est-à-dire que vous pouvez changer votre nom, votre prénom, ça fait déjà un certain temps, mais de plus en plus. Et aussi, vous voyez où je veux venir, le sexe. Alors, le sexe, le genre, bon, ok. Dans les premières années où j'enseignais, il y avait des arrêts qui traitaient de l'état de la transsexualité. Et de la possibilité, selon la Cour de cassation, de changer de sexe dès lors que le changement était constaté physiquement et de manière irrémédiable. Voilà. Ce qui a entraîné d'ailleurs dans les premières séances que je faisais, quelques rires au fond de la salle. Je n'ose imaginer aujourd'hui, moi évidemment je riais pas, le niveau de répression qui pourrait s'exercer à l'encontre des étudiants qui oseraient faire un sourire sur ce genre de choses. Vous voyez, c'est extrêmement touchy. Donc en 7-8 ans, ça a beaucoup changé. Tout ça, ça a été supprimé. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, pour mon niveau, dans ce que je vois, dans ce que j'ai enseigné, on n'enseigne plus vraiment aujourd'hui, ou alors vraiment avec des pincettes. Et moi aujourd'hui, si j'étais amené à enseigner ces questions-là, la question du changement de sexe, etc., et qu'après arrive le débat juridique, je sais que très vite, ce serait très tendu, et la tentation serait tout de suite d'entrer sur des considérations politiques, etc., etc. Donc en fait, oui, il y a une politisation de certains sujets qui a tendance à éclore dans certaines matières. Mais ça, je parle pour les matières de droit privé, droit des personnes. Quand on parle de droit des contrats, ce que j'enseignais cette année, ou du droit des sociétés, ou du droit administratif, pas vraiment. Le droit constitutionnel, c'est plus ambigu. Le droit constitutionnel, c'est un droit assez politique. Moi, je parle beaucoup de droit constitutionnel. J'ai fait des entretiens chez vous là-dessus, sur la Ve République, sur le Conseil constitutionnel. Et un de mes axes, c'est d'expliquer combien c'est assez peu juridique et très politique. En tout cas, le sous-jacent politique est très fort. Là, il suffit simplement de présenter les différentes thèses. Mais j'ai pas l'impression que ce soit tendu de ce point de vue-là. Donc oui, il y a une radicalisation de la gauche et de l'extrême gauche, et il y a quelques sujets, effectivement, sur lesquels c'est un peu plus tendu. Oui. Est-ce que ce climat politique, idéologique, universitaire, on peut le mettre en parallèle avec le reste de la société française, notamment sur toutes ces questions de liberté d'expression ? Il y a une radicalisation, et il y a des sujets qui sont devenus aujourd'hui des sujets très forts, dont on parle beaucoup plus qu'avant, la question du changement de sexe, la question de la transsexualité, et donc quelque part la question aussi des minorités, qui, pour cette matière-là, pose question. Mais pas que, la question de la laïcité aussi, la question du port du voile, ça aussi j'aurais pu citer cet exemple-là. Quand on enseigne le principe de neutralité du service public, il peut y avoir effectivement quelques risques de, non pas de dérapage, mais il faut éviter tout débat. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est obligé de bien contrôler. Je ne parle que du droit. Si on parle effectivement de l'université, oui, bah là effectivement, vous voyez par exemple, il y a 5-6 ans à la Sorbonne, il n'y avait pas de master sur sociologie du genre. Aujourd'hui, il y a ça, il y a un prix de thèse, il y a une bourse. Moi j'ai vu tous ces petits prospectus arriver et s'afficher, et aujourd'hui on parle très sérieusement de sujets en des termes scientifiques, alors que, à mon avis,
et ce n'est que mon avis, c'est assez fumeux. Et ça permet surtout à des gens d'avoir un emploi payé par l'argent public. C'est essentiellement ça, pour des études dont l'utilité m'apparaît assez anecdotique, en réalité. Donc ça, effectivement, ça a tendance à s'enquister un petit peu à l'université. Pareil pour les études d'histoire. Je pense qu'effectivement, là, si on parle de l'histoire de la colonisation, si on parle ou même du Moyen-Âge, hein, vous savez, pendant la polémique qui m'a touché à la Sorbonne, il y a un médiéviste qui s'intitule sur son compte Twitter « Actuel Moyen-Âge », je crois, qui dans un premier temps m'a soutenu, c'est tout à fait louable, et qui, c'est là où on voit la tolérance de ces gens-là, mais s'est pris une avalanche de réactions, de menaces de mort, à tel point qu'il est obligé, je crois, de fermer les commentaires, de faire marche arrière, de s'excuser, etc. Enfin, et de publier une espèce d'autocritique, mais toute maoïste, hein. Vraiment, c'était l'humiliation publique. Et je suivais un petit peu ce compte, et je voyais, parce que je ne pensais pas que c'était possible, à quel point sur l'histoire médiévale, on peut faire de la réécriture. Vous voyez, nos ancêtres les Gaulois, alors là on remonte plus loin, on essaye toujours systématiquement, j'en parle avec un ami qui est professeur d'histoire, qui intervient d'ailleurs de temps en temps chez vous, qui est Lucien Rabouille, on voit en fait combien aujourd'hui l'histoire c'est sans doute la matière à l'université qui est la plus politique. Je pense que c'est vraiment celle qui est la plus prise d'assaut. C'est pas la philosophie, c'est pas les études de genre parce que c'est déjà verrouillé, c'est pas la sociologie parce que c'est déjà verrouillé, mais l'histoire, je pense que c'est vraiment le lieu du combat. Et là, effectivement, je ne vous cache pas que le combat, il est assez perdu. Quand on voit que quelqu'un comme Benjamin Stora est considéré comme un historien objectif, neutre, célébré par le président de la République, bon ben voilà, là, la fenêtre d'Overton, c'est pas une fenêtre, c'est un coin de fenêtre, là. Il faut aller plus loin, si vous voulez. Donc c'est plutôt dans ce domaine-là, je pense qu'il y a des progrès à faire, et je vous ai dit vraiment, mais toute l'histoire là-dessus est matière à propagande, et on a l'impression que d'ailleurs certains médiévistes, certains professeurs d'histoire sont vraiment là pour, voyez, par exemple, pour démonter le Puy du Fou, pour démonter les mythes, nos ancêtres de Gaulois. Alors bien sûr que c'est un mythe, il n'y avait pas que des Gaulois. Oui, il n'y avait pas que des Gaulois, effectivement, mais il n'y avait pas, au temps des Gaulois, il n'y avait pas de tribus africaines sur le sol français, d'immigration africaine, asiatique, ou que sais-je. Voilà, je suis désolé, c'est pas possible. Mais ils vont toujours essayer de tordre le truc en disant c'est plus compliqué. C'est une espèce d'incitation à la nuance, à la nuance, à la nuance. Mais en fait, la nuance pour la nuance, ça aboutit juste à un espèce de flou général où en fait, on ne peut absolument plus rien dire et on ne voit plus de catégorie claire. Et le but, précisément, c'est de mettre du flou pour éviter la clarté. C'est de la mauvaise foi, ça. Voilà. Et la clarté, en la matière ici, il y a quand même des historiens communistes comme Dupaquier, qui montrent qu'en matière migratoire, parce que ça c'est un enjeu, la France, c'est un pays qui, depuis des milliers d'années, est resté, à l'exception des dernières décennies, justement, un pays extrêmement stable sur le plan migratoire. Voilà. Je remets encore les références de cet historien, Jacques, je crois de son prénom, Dupaquier, historien communiste, je le redis encore, et qui montre toute la stabilité du peuple français, et que les migrations, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, et ça n'a pas vraiment, en 2000 ans et plus, bouleversé la structure du peuple français. Donc ça, effectivement, ça reste un grand combat à mener. Je ne pense pas que ce combat, nous soyons en train de le gagner à l'université, ça c'est sûr. Si on sort un peu de l'université, qu'on prend l'état de la liberté d'expression en général, nous on a beaucoup de personnalités de notre top 30 qui nous parlent de harcèlement judiciaire et comment le droit est utilisé contre eux pour finalement les bâillonner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que justement ce droit peut s'appliquer dans des mécanismes de censure ? Il y a ce qu'on appelle, c'est un terme assez polémique, mais des procédures bâillons, c'est-à-dire que dès que vous dites quelque chose, hop, SOS Racisme vous poursuit. Alors évidemment, quand vous recevez non pas une plainte, mais une assignation, que vous êtes convoqué, c'est assez intimidant. Parce que vous ne savez pas quelle est l'issue, et vous allez taper de manière un petit peu fiévreuse sur votre ordinateur, incitation à la haine, peine, amende. Et là, vous voyez, je vais en avoir pour 6 mois de prison, autant d'euros d'amende, et puis vous commencez à vous dire, oui, mais pour des gens comme nous, on va vraiment peut-être les faire, ces 6 mois de prison. Et puis vous en avez une deuxième, et puis là on finit par vous dire si vous avez 2-3 plaintes, c'est que
vous êtes peut-être un sujet judiciaire, donc effectivement, c'est très effrayant. C'est très intimidant. Ça, je le conçois. Donc là, effectivement, il y a des procédures, effectivement, il y a des intimidations. Ensuite, fort heureusement, sur ces questions-là, alors il y a toujours des exceptions, mais il y a aussi beaucoup de cas dans lesquels on a vu des gens de notre camp, il me semble que c'est Damien Rieu, qui avait été, je crois, pareil, relaxé plusieurs fois. Oui, il a gagné 8 fois. Voilà. Vous voyez, c'est typiquement à lui que je pense pour ce genre de procédure Bayon, c'est-à-dire que ça effraie sur le coup. Et les gens qui lancent ce genre de procédure ont les moyens. Mais vous n'avez peut-être pas les moyens, et vous êtes juste terrorisé, et vous vous sentez forcément un peu seul. C'est aussi la raison pour laquelle il y a une certaine solidarité, je trouve, qui depuis quelques années se monte sur les réseaux sociaux, mais aussi avec des organisations qui aident précisément sur un plan juridique et sur un plan financier aussi, pour aider ces personnes qui sont ciblées par ces procédures-là. Ensuite, j'ai dit procédure Bayon, que c'est un terme polémique. Moi-même, pendant la campagne législative, j'ai 2 procédures qui sont en cours pour injure et pour diffamation. C'est 2 régimes tout à fait différents. Faut pas supprimer ce principe-là. Faut pas supprimer le principe de pouvoir porter plainte, parce qu'à ce moment-là, tout le monde peut s'insulter et tout le monde est couvert d'ordures en permanence. Vous voyez ? Simplement, voilà, il faut trouver, je pense, un point d'équilibre. Je pense que la meilleure façon, effectivement, c'est d'être solidaire, d'essayer de bien prendre conseil, de pas tout de suite paniquer, d'essayer d'aller voir un avocat, comment vous dire, les gens qui sont attaqués de façon sur les réseaux, des gens comme Damien Rieu ou d'autres, c'est des gens, à quelques exceptions près, on fonctionne un peu en réseau, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on se voit tous les jours, hein. Mais ça veut dire qu'on se connaît un petit peu, et vous voyez, quand il y a un moment où il faut se soutenir, on va se soutenir, et quand il y a besoin d'aide, on sait, à la mesure de ce qu'on peut, nos moyens, etc. Donc, je trouve que par rapport à il y a 10 ans, il y a quand même un peu plus de solidarité. Vous voyez, quand on me demande de relayer quelque chose sur Twitter, ou parfois quand il y a un avis juridique que je peux donner dans la limite de mes compétences, parce que le droit de la presse n'est pas ma spécialité, hein, je ne fais que du droit des associations, je peux ponctuellement, effectivement, comme ça, donner un coup de main. Et moi, je suis une petite partie de cette très grande chaîne. Donc voilà, je pense qu'il faut se rassurer, on n'est plus dans les années 80-90. Le droit et, j'ai presque envie de dire, la vérité est quand même de notre côté, quoi. Les faits, en tout cas, sont de notre côté. Il y a une question fondamentale qui se pose sur les personnalités de droite qui ont à cœur les sujets d'immigration, de sécurité, c'est la question de la haine raciale. Et souvent, on invoque cette question de haine raciale pour faire des procès, etc. Comment est-ce qu'on peut justement avoir cette frontière, c'est un mauvais jeu de mots, entre la liberté d'expression et cette question fondamentale de haine raciale qui bloque certaines paroles? Je pense notamment à Éric Zemmour qui a été condamné, et un tas d'autres personnalités. Vous mettez le doigt sur un sujet fondamental, c'est effectivement l'incitation à la haine. Alors là, il faut faire un peu de droit et un peu de philosophie du droit. Le droit tend à qualifier objectivement des faits au regard de règles, donc objectives, qui sont données. Vous avez volé un tel, le droit définit le vol, pardon. Il y a les éléments du vol, il y a les éléments classiques, droit pénal, éléments intentionnels, éléments matériels, etc. On essaye toujours d'objectiver les catégories. Ce qui signifie donc que dans la définition même de la loi, il est nécessaire d'utiliser des termes qui sont des termes précis, objectifs et peu soumis à la discussion et à l'interprétation. Donc l'ennemi du droit, si j'ose dire ici, du droit positif, des règles en vigueur, c'est la subjectivité. Parce que sinon, à ce moment-là, c'est plus du droit, si vous voulez. On atomise le droit, chacun a son avis sur ce qu'elle vole. Non, le vol correspond à une définition. Après, il y a une petite marge d'interprétation. Le but, c'est de réduire le plus possible cette marge d'interprétation. S'agissant de l'incitation à la haine, et ici la haine raciale, la haine n'est pas, quoi qu'on en dise, un concept juridique. Qu'est-ce que la haine? Un bon juriste, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, commence toujours par un effort de définition. La haine, c'est pour moi un concept moral. C'est-à-dire que l'hostilité, ce serait différent. Vous voyez déjà, c'est pas la même catégorie. La haine, c'est à la fois un ressenti et une attitude. Vous voyez, la violence qu'on peut exercer parce qu'on est haineux, c'est la conséquence de cette haine. Mais la haine en soi, c'est un concept qui porte en lui
une part de subjectivité, parce que c'est un mot émotif. C'est un sentiment. Quoi de plus subjectif? Et c'est là où on tord le droit, parce que avec ce genre de loi, qui prévoit effectivement, je crois, une peine de 6 mois d'emprisonnement, alors avec des variations pour l'incitation à la haine, je ne les connais pas par cœur. Je dis tout de suite, c'est délit pour les petits malins, c'est pas ma spécialité. Mais on va essayer de calquer des pratiques juridiques objectives avec, à l'origine, un concept qui porte en lui une puissance de subjectivité telle qui fait que les jugements, vous savez, selon que vous êtes blanc ou noir, etc., on va aboutir à des 2 poids 2 mesures considérables. Et là, on arrive dans un autre élément de la justice, c'est l'inéquité. Alors évidemment, on ne juge pas en équité, c'est le principe, hein, mais malgré tout, il y a un réflexe essentiel qu'on a tous, c'est comment se fait-il que lui ait pris 6 mois quand l'autre a pris 5 ans, et parfois même pour les mêmes faits, etc., etc. Et bien précisément, pour éviter cette inéquité, parce que moi je maintiens que c'est un élément de la justice, on doit faire des règles qui sont des règles objectives. L'incitation à la haine, c'est un concept subjectif. Moi je suis pour qu'on réécrive cette loi. Je pense qu'il faut réécrire avec des termes qui soient des termes plus objectifs. Là, j'ai pas de proposition, mais si demain j'étais en capacité d'écrire la loi là-dessus, ou si on me demandait de l'écrire, je réfléchirais effectivement très sérieusement pour y substituer un autre terme, d'autres qualificatifs qui permettent d'éluder cette totale subjectivité. Vous voyez? Et puis il y a un côté un peu trop moral, un peu trop prêche derrière cette incitation à la haine raciale. Vous voyez? Alors la haine raciale, on commence à définir un peu plus. C'est l'hostilité à l'encontre d'une race réelle ou supposée ou d'un groupe ethnique. C'est plutôt ça. Réel ou supposé, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu... Oui, réel ou supposé, parce qu'on suppose que monsieur est de telle origine alors que peut-être il ne l'est pas, etc., etc. Bon, je trouve que là, encore une fois, on est dans une appréciation qui est une appréciation beaucoup trop subjective. Donc, il ne s'agit pas d'autoriser toutes les injures, les insultes. Vous voyez, là, tout de suite, là, quand j'ai dit injure, insulte, c'est plus précis, c'est plus factuel. Mais il s'agit quand même de réécrire mieux la loi, parce que vous avez compris que la limite, ici, vous avez parlé d'Éric Zemmour, il y a d'autres personnalités que vous auriez pu citer aussi. La limite à cela, c'est que cela va porter atteinte à la liberté d'expression. Ben oui, c'est mécanique. Alors évidemment, la liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Mais si elle est bornée, elle doit être bornée par des limites objectives. Or, ici, l'incitation à la haine n'est pas, selon moi, du fait de la charge morale qui est contenue dans ce mot, un concept objectif, c'est un concept subjectif. Et donc, en un sens, effectivement, c'est très dangereux. Et qui a tendance d'ailleurs à s'appliquer, parce que il y a quelques années, on ne parlait que de haine raciale, maintenant la haine, elle est plus globale. Si on veut parler, par exemple, des questions de féminisme, on ne peut pas en parler, parce qu'on va dire qu'il y a de la haine des femmes. Si on veut parler des sujets... Mais attendez, si on reste sur l'incitation à la haine, je vais vous dire une chose, et c'est là où... Vous voyez, par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon dit... c'est pas taxer les riches, ou quand la gauche a des propos très véhéments à l'encontre des riches. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de haine? Même une envie, d'ailleurs, moi je le crois, c'est de l'envie. Parfois peut-être de la jalousie, mais disons de la haine à l'égard des gens qui ont du bien. Est-ce qu'il n'y a pas de la haine aussi à organiser uniquement des réunions entre blancs? Est-ce qu'il n'y a pas de la haine, c'est même pas une question, c'est une certitude, dans l'attitude de militants de gauche et d'extrême gauche à l'égard de ceux qui ne sont pas de leurs opinions? Parce que généralement, c'est eux qui sont les plus véhéments, si vous voulez. Moi, je le vois. Moi, je le vois. Les gens de notre camp, si vous voulez, on ne va pas se précipiter pour aller insulter les gens de gauche et d'extrême gauche sous leurs publications ou organiser, vous voyez, par exemple, des manifestations contre eux. J'attends qu'on me démontre demain un meeting de Jean-Luc Mélenchon qui soit bloqué par des nervis d'extrême droite ou de droite radicale. Par contre, quand Jordan Bardella va pour une dédicace ou qu'il y a un meeting du RN quelque part, une rencontre, une fois sur deux, vous avez une cohorte d'une trentaine, quarantaine, une centaine d'antifa et de boomers 68ards en manque de... Dans des petits endroits... voilà, qui viennent, effectivement, pour leur drapeau, et puis vraiment pour cracher leur haine. Voilà. Est-ce que la haine, là, l'incitation à la haine ne peut pas s'appliquer? Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est très dangereux pour eux, cette histoire. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. C'est que pour l'instant, qui manie le concept? Celui qui manie le concept, c'est celui qui est le souverain de ce concept. Pour l'instant, ce sont les juges, et sur la base, effectivement, d'une lecture qui est une lecture
qui est, je trouve ici, assez liberticide. Dans la mesure où ce concept est subjectif, ce concept peut se retourner. Que se passera-t-il si demain, ce concept se retourne contre eux? Je ne le souhaite pas. Mais que se passera-t-il si demain, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est condamné pour incitation à la haine pour les propos qu'il a contre Marine Le Pen, contre les riches, peut-être même aussi contre les Blancs, quand il parle de créolisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit se créoliser? C'est quoi cette façon de parler? C'est-à-dire que je suis pas assez bien? Je dois me créoliser? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors à ce moment-là, on va condamner ces gens-là pour incitation à la haine, et pas Jean-Luc Mélenchon, plein d'autres personnalités. Donc on va mettre tous ces gens-là en prison pendant 6 mois, on va leur infliger une amende. Est-ce que c'est vraiment ce monde-là qu'on veut? Donc pour l'instant, c'est toujours un message que j'envoie aux gens de gauche qui écoutent cette vidéo. Pour l'instant, les concepts juridiques sont de vos côtés. Ce sont des concepts juridiques qui sont subjectifs. Attention, il peut y avoir un retour de balancier. Moi, je ne le souhaite pas parce que je suis attaché à l'objectivité du droit, tout en ayant en tête qu'on ne peut pas être totalement objectif. Mais attention, un jour, les mots de liberté, d'égalité, de haine, tous ces concepts un peu fourre-tout, si un jour ceux qui les manient ne sont plus ceux d'aujourd'hui, effectivement, vous parliez de retour de bâton. En tout cas, il y a des gens qui auront une potentielle tentation, si vous voulez. Est-ce qu'on veut jouer à ça? Ou est-ce qu'on respecte les règles du cadre démocratique? Et le premier, pour moi, effectivement, c'est la liberté d'expression. Ces questions de liberté d'expression et de censure, ce n'est pas une spécificité française. On voit que ce sont les questions qui se posent en Europe en général. Je pense qu'on voit une note que vous avez pu écrire au Parlement européen sur ces questions de liberté d'expression en Belgique, etc. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer en quoi, finalement, c'est tout notre Occident, notre Europe de l'Ouest qui vire dans cet aspect peut-être totalitariste, en tout cas autoritariste? Liberticide. Liberticide. Utilisons les bons mots, si je puis me permettre. Non, mais... En l'occurrence, on n'est pas encore dans un État totalitaire. La Belgique, c'est vraiment la République soviétique européenne parfaite, si vous voulez. C'est-à-dire un pays qui, aujourd'hui, sur le plan migratoire, est dans un état, en tout cas, si on parle de Bruxelles et d'une partie de la Wallonie, dans un état très inquiétant, sur le plan sécuritaire aussi. Un état qui, aujourd'hui, est administré, je crois, je me demande si c'est pas la gauche ou le centre-gauche, le centre-gauche, le centre-droit, et où les partis nationaux sont mis au banc. Et vous avez effectivement cité le rapport que j'ai rédigé pour le Parlement européen et qui effectivement faisait un comparatif de différents États sur les modes de réglementation. Vous voyez, en France, on a l'Arcom, en Belgique, ils ont aussi une autorité. Et le but de ces autorités, au départ, c'est de garantir la liberté d'expression. Dans l'Arcom, je crois que c'est la loi de 82 ou de 83, le but premier, le principe de l'Arcom, c'est de garantir la liberté d'expression. On voit d'ailleurs aujourd'hui la dérive avec ce qui s'est passé pour C8, pour CNews et d'autres. Quand sur le service public, c'est open bar. Hein. On y reviendra si vous voulez. Mais pour la Belgique, puisque vous citez cet exemple, je crois que tout le monde a en tête ce journaliste belge qui affirme, et même sur les plateaux de télévision, quand il est invité, par exemple, chez Quotidien, qu'il y a un cordon sanitaire, c'est-à-dire certes, il parle de l'extrême droite. Pour eux, c'est l'extrême droite. D'ailleurs, il n'y a pas d'appel possible, hein, c'est comme ça. Et ils justifient, certes qu'ils en parlent, mais en revanche avec des sous-titres. Et ils ne les invitent pas. Ils pratiquent le cordon sanitaire au nom de ce qu'ils jugent comme étant bon. Vous voyez? Donc oui, la Belgique, c'est vraiment ce qui fait figure d'exception. Il y a peut-être un autre État comme ça qui est assez inquiétant aussi. En tout cas, ça devient de plus en plus inquiétant. C'est l'Allemagne, on en parle peu. Hein, mais c'est quand même le premier État d'Europe. Et là, effectivement, la liberté d'expression... alors, il y a un système plus décentralisé en Allemagne, parce que c'est le système des Länder, mais il y a des tendances assez inquiétantes. Je renvoie au rapport que j'ai rédigé pour le Parlement européen. Maintenant, les autres pays, ça a tendance, effectivement, à se décanter un peu. Je peux encore mettre un bémol, parce que c'est vrai qu'en Angleterre, on voit des images assez terrifiantes. Alors cette fois-ci, c'est la police qui intervient, vraiment pour des sujets de liberté d'expression. Alors que normalement, l'une des patries européennes de la liberté d'expression, libérale s'il en est, c'est l'Angleterre. Vous voyez ?
Mais voilà, le cas belge est intéressant parce qu'effectivement, là, ils assument vraiment de bloquer au nom de ce qu'ils jugent bon, parce qu'en fait, ils disent l'extrême droite ne doit pas parler, parce que pour nous, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Mais dangereux au nom de quoi? Au nom de vos idées, au nom de vos opinions. Vous voyez? De l'idée que vous vous faites de la démocratie. Parce que l'idée que se font ces partis patriotes de la démocratie, c'est peut-être que chacun doit s'exprimer. Vous voyez? Eux, leur idée de la démocratie, c'est que certaines opinions sont tolérées, ou plutôt, il y a des opinions d'un côté, et de l'autre, il y a des opinions qui n'en sont pas. Un peu comme, vous savez, il y a les journalistes et ceux qui ne sont pas des journalistes. Ça, c'est intéressant aussi. On parle des médias. Sur le service public français, moi, j'écoute de temps en temps des émissions. Ça m'arrive. Quand vous écoutez C'est dans l'air, C'est à vous, même sur Public Sénat, vous avez des émissions de débat. J'écoute assez fréquemment. Et vous avez des journalistes qui sont autour de la table, qui parfois sont des journalistes du service public, ou parfois des journalistes qui viennent de médias privés. Vous avez par exemple des journalistes de médias qui vous diront peut-être rien, comme Regard, comme Politis, comme Franc-Tireur, qui sont des médias, mais qui sont Inconnus au bataillon. Inconnus au bataillon, et qui n'existent que par leur présence sur le service public, et qui vendent bien peu d'exemplaires. Qui peut-être ont des subventions, en plus, j'en sais rien. À aucun moment, le service public, sur ces émissions, ne se dira que vous, ou d'autres journalistes, peut-être par exemple comme Valeurs Actuelles, peut-être comme Ligne Droite ou d'autres, ou même Omerta ou que sais-je, pourraient faire l'objet d'une invitation. Pourquoi? Ce n'est même pas parce que, en tout cas ouvertement, ce n'est pas parce que vos opinions, ils les détestent, hein, ils les exècrent, mais parce qu'ils considèrent que, mais peut-être à cause de cela, que vous n'êtes pas des journalistes. Donc de facto, en vous excluant du champ, ils vous censurent, puisqu'ils vous sortent de l'espace. Alors même que nous sommes sur le service public. Et qu'il s'agit ici d'avoir une représentativité des opinions, pas simplement sur les politiques, mais aussi sur les chroniqueurs, sur les journalistes. Un journaliste de Marianne, bon, c'est classé à gauche. Un journaliste de Figaro, c'est à droite. Mais Marianne et le Figaro, à mon avis, en termes d'opinion politique, on ne dépasse pas 5% ou 10% de la France, si vous voulez. Parce que c'est une certaine droite et c'est une certaine gauche. Quand ils sont invités, il faut 5 contradicteurs autour pour Exactement. montrer qu'on a... Et vous voyez, par exemple, on pourrait très bien avoir... le vrai pluralisme, ce serait d'avoir sur un plateau de Public Sénat, un débat, vous voyez, comme on a eu là, je les suivais beaucoup sur la censure, d'avoir 5 journalistes, un journaliste, entre guillemets, Bloc Central, un journaliste du Figaro, un journaliste de Mediapart, hein, un journaliste de Valeurs, de Ligne Droite, ou vous, un journaliste du Point, pour reprendre le Bloc Central, et puis un dernier journaliste de gauche, de style gauche institutionnelle, Libération ou Marianne. Voilà. Ça, c'est un débat. Et qui, en plus, sur le plan de l'audience, sur le plan de l'audimat, fonctionnerait beaucoup mieux. Parce qu'on aurait un vrai clivage. Vous voyez? Simplement, ils considèrent que vous n'êtes pas des journalistes. Ils vous excluent de fait. Alors que la définition de journaliste, elle est assez simple. Hein. C'est pas juste, effectivement, la carte de presse, mais c'est tout simplement celui qui décide d'informer par toute voie de presse. Par voie papier, par les ondes ou par la télévision, et qui s'applique une forme de déontologie, c'est-à-dire effectivement vérifier les sources, etc. Sachant que tout le monde peut se tromper, et qu'il y a même des journalistes de service public, France Info d'ailleurs l'a fait il y a quelques mois, alors qu'ils sont très très nombreux, ils ont beaucoup de monde, il arrive que les journalistes fassent des erreurs. Voilà. Et puis il y a des médias qui sont des médias un peu d'opinion et des médias purement d'information, mais on peut inviter tous ces gens-là à débattre autour de la table. Le fait qu'ils ne le fassent pas, vous voyez, là on est sur le service public, typiquement ici, sur un cas de censure. Mais c'est une censure très discrète, mais quand on la comprend, quand on la sent, quand on voit aujourd'hui l'évolution de l'opinion politique. On prend le cas de Frontières, mais il y a plein de médias en 5 ans, je pense que tout le monde a vu, tous les médias non mainstream, alternatifs qui ont émergé et qui se sont imposés sur quelques médias quand même. Hein. Vous-même, vous passez de temps en temps sur CNews, sur Europe 1, et il y a d'autres journalistes comme ça qui le font. Et donc on voit que si ça marche, si vous voulez, c'est pas simplement parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un tuyau d'argent et qui déverse. Non, c'est parce que ça se vend. Et ça les rend fous en face. Et donc ils sont dans le déni mécaniquement parce qu'ils ne peuvent pas supporter un seul instant que, un, vous puissiez marcher et deux, que vous soyez des journalistes. Je dis vous et puis effectivement les autres. Donc le vrai pluralisme, et qui marcherait, parce que les gens demandent ça.
ce serait que sur le service public, il y a effectivement toutes ces opinions qui soient représentées. Ça ne l'est pas. Voilà. Pour conclure cet entretien, Pierre Gentillet, peut-être votre regard sur la commission d'enquête actuellement sur le service public audiovisuel. Est-ce que justement ce n'est pas le moment pour ce service public de rendre des comptes après plus de 40 ans d'impunité et d'entre-soi? Alors déjà, je voudrais tirer mon chapeau à Charles Aloncle, que je ne connais pas ou j'ai peut-être croisé un jour sur un de vos studios, mais je ne suis pas sûr. Parce que j'écoute assez régulièrement, j'ai écouté plusieurs heures effectivement de commission d'enquête. C'est tout à fait passionnant. À travers la caméra, là, vraiment, je lui tire mon chapeau. Parce qu'il y a des commissions d'enquête, il y en a tout le temps. Enfin, il y en a plusieurs, des commissions, etc. Celle-ci, elle a une grande visibilité, parce que c'est un sujet qui intéresse les Français. Et c'est vraiment une œuvre utile. C'est même au-delà du sujet. Voilà. On a une commission d'enquête qui intéresse les Français. En témoignent effectivement les chiffres. Moi, je vois passer des extraits sur les réseaux sociaux. Et on voit effectivement la façon pointilleuse et sourcée dont il mène en tant que rapporteur, pas en tant que président, les interrogatoires. Interrogatoire, le terme est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, les auditions, pardon. Et de ce point de vue-là, voilà, moi je voudrais vraiment lui tirer mon chapeau. Donc ça, c'est une chose. Et maintenant, sur le principe de cette commission, oui, et d'ailleurs, on voit à travers cette commission, mais le niveau de scandale. Quand je vois qu'un ancien journaliste du service public, patron, c'est Damien Rieu qui a partagé cet extrait, a passé plusieurs jours dans un hôtel à 1500, 1800 euros la nuit, j'ai pas compris si... Alors, en plus, un ancien trotskiste, hein, accessoirement, c'est ça qui était drôle. J'ai pas compris, j'espère, alors peut-être que les gens le mettront en commentaire, si c'était payé avec nos impôts, ça. Ça m'a paru tellement fou, si vous voulez. Donc, effectivement, il y a à la fois les questions de finances, puisqu'on voit qu'effectivement, il y a une déperdition d'argent dans le service public qui est monumentale. On a des salaires qui sont, alors certes on va nous dire pour se calquer sur le privé, sans doute, mais des salaires qui sont indécents, dans une période, semble-t-il, de rigueur budgétaire. Et puis surtout, ce que montre cette commission d'enquête, c'est la connivence évidente entre les journalistes du service public et les opinions de gauche et d'extrême gauche. Dans les extraits que j'ai vus, l'affaire Patrick... Mais l'affaire Patrick Cohen, et même les recherches qui ont été faites, des recherches publiques, sur Twitter notamment, des prises de position publiques, des responsables des chaînes de service public qui, je voyais ça encore il y a quelques jours, je ne sais plus quel responsable, qui avait tweeté, donc c'est public, hein, pour vous dire le niveau d'impunité de ces gens-là, je sais plus, pas des insultes, mais en tout cas, le RN, vous savez, des slogans contre le RN, plus jamais le Front National, ou ce genre de choses, des slogans classiques, voilà, je les ai pas tous en tête. Et ben, ça, je trouve que c'est bien que les Français soient informés que les gens qui dirigent le service public, payés par leurs impôts, ont des opinions politiques, et que ces opinions politiques, oui, parce qu'on avait déjà une petite intuition, si vous voulez. Je vous donne un exemple. Là, tout à l'heure, j'étais dans le métro, et j'écoutais un petit extrait d'un reportage de France 2 sur la police, vous savez, Donald Trump, qui vient pour arrêter les clandestins. Alors, je vous invite à regarder, j'ai commenté ça sur mon compte Twitter il n'y a pas longtemps. C'est un chef-d'œuvre de propagande. C'est 2 minutes 30, où le sujet, c'est pourquoi est-ce je crois que c'est Capgemini, c'est une société française, qui a aidé, par une prestation diverse, l'ICE, donc la police effectivement, de frontière de Donald Trump, enfin des États-Unis d'Amérique, dans ses missions. Et le service public a fait un reportage où ils sont allés interroger, avec une musique très inquiétante. On a l'impression que là, en fait, c'est un peu la même affaire entre Lafarge et Daesh. Vous vous souvenez, hein, de Lafarge qui commerçait avec Daesh. C'est-à-dire que comment se fait-il, mais comment est-ce possible? Alors toujours de manière très fine, mais avec une musique très inquiétante. Et puis l'angle, on est allé interroger le syndicat, on a demandé aux salariés, dramatisation à l'extrême. Mais attendez, qu'est-ce que fait l'ICE? Parce que l'ICE, on a l'impression que c'est... je veux dire, hein, c'est limite ça. On a l'impression que c'est des cow-boys, que c'est des rafles. Bon, ce sont des gens qui arrêtent des personnes qui sont en situation illégale. Et qui même d'ailleurs, parfois, pour certaines d'entre elles, on l'a vu,
se sont rendus coupables de crimes, de délits. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même un ordre de dangerosité dans les arrestations. À vérifier, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Donc, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, tout le monde a une arme aussi. Donc, dans les interpellations, c'est souvent. Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'est que le port d'armes est effectivement légal aux États-Unis. Donc c'est entre guillemets normal que la police tire aux États-Unis parce qu'en face, on ne sait pas ce qui peut se passer. Absolument. Et le reportage de 2 minutes 30, avec cette musique inquiétante, moi, je me dis, avant même la commission d'enquête, je me dis, mais c'est une évidence que là, on est face à un traitement politisé de l'information. La musique, les commentaires, l'angle, tout ça. Et la commission d'enquête vient confirmer par les opinions de ces responsables de grandes chaînes du service public ce que nous savons déjà. Vous voyez ? Donc maintenant, il faut en tirer les conclusions. Ces gens-là doivent dégager. Ils doivent être remplacés par des gens plus intègres, si possible un peu plus neutres, ou en tout cas qui n'affichent pas publiquement leurs opinions, parce que c'est aussi ça le sujet, ces gens afficher publiquement leurs opinions, c'est ce que veut dire le niveau d'impunité. Quand on est responsable du service public, on doit rassembler tout le monde, de la gauche jusqu'à la droite de la droite. D'accord ? C'est toutes les opinions des Français. Et avec non pas seulement les politiques invités selon les règles d'égalité, mais aussi les chroniqueurs. Et les sujets doivent être traités d'une manière suffisamment impartiale ou suffisamment représentative. C'est ça la pluralité. Et la pluralité, c'est la condition essentielle de la démocratie. Tout le reste, c'est du verbiage. Merci beaucoup, Pierre Gentil. Merci à vous. Depuis des mois, une mécanique s'est mise en marche. À l'approche des élections présidentielles, l'État ne se contente plus de gouverner. Il surveille les médias, les classes, les labellise. Au sommet, l'Élysée affirme vouloir protéger la démocratie. En réalité, il redéfinit qui a le droit de parler. La logique est simple, les bons médias d'un côté, les autres mis sous pression. CNews, première chaîne d'information de France, est la cible la plus visible, mais elle est la face émergée de l'iceberg. Derrière elle, c'est tout un écosystème médiatique de droite qui est visé. La Furia perd son accréditation, des médias sont délégitimés, des voix sont marginalisées, et ce mouvement ne s'arrête pas aux frontières françaises. À Bruxelles, la mécanique s'affine. Sous l'impulsion d'Ursula von der Leyen, l'Union européenne encadre, elle régule, elle filtre. Officiellement pour lutter contre la désinformation. Officieusement, pour reprendre le contrôle du récit. Cette fébrilité n'est pas un hasard. C'est le symptôme d'une peur, celle de perdre le pouvoir. Dans le prochain numéro de Frontières, nous révélons la mécanique complète. Les acteurs, les leviers, les silences imposés. Car lorsque l'État décide quels médias sont légitimes, la liberté de la presse, elle, est compromise.